tout est recevable. En tout cas, mon point de vue, comment je l'ai vécu moi, comment je l'ai traversé, j'avais l'impression de mettre en scène et de filmer quelque chose de neuf. Et ce qui est, pour moi, c'est la sensation ultime, c'est ce que je recherche. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Aujourd'hui, on va analyser le travail d'un réalisateur français. J'ai nommé Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau quand il produit de la musique. Arrêtez de vous reproduire. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Et donc aujourd'hui, on va analyser les thèmes récurrents du travail de Quentin Dupieux à travers l'entier de sa filmographie. Et autant vous dire que ça a été plutôt compliqué, parce que j'adore ce mec et sa vision de la création au cinéma, autant j'avoue que j'aime pas tous ses films. Mais enfin bref, avant toute chose, je vous propose qu'on se lance dans un résumé de toute sa filmographie, en passant film par film. Et on commence fort, puisqu'en 2001, Quentin Dupieux sort son premier film, très justement nommé Non-Film. Non-Film, c'est un film dans lequel on assiste à son propre tournage. Quoi ? Dans le film Non-Film, on suit la création du film Non-Film. Donc le film s'écrit en même temps qu'il se crée. Et ça fait que commencer. Le film joue beaucoup sur l'ambiguïté entre ce qui est tourné pour le film et ce qui est soi-disant tourné en dehors des tournages. On en arrive à un tel point qu'au bout d'un moment, l'acteur principal devient le réalisateur et décide que son film sera tourné sans caméra et sans le son. Bref, c'est un film vraiment perché et qui a un résultat pas vraiment très accueillant. C'est un film qui mise presque tout sur cette provoque de « Ah, tu sais pas ce qui est vrai, tu sais pas ce qui est faux », mais qui peut vite devenir assez indigeste. Mais c'est une expérience, et c'est souvent comme ça qu'on va qualifier les films de Dupieux. Bref, on continue avec son deuxième film, Steak. Sorti en 2007, Steak est un film dans lequel on suit Blaise et Georges, joués par Eric et Ramsey. Un jour, Georges trouve une mitraillette abandonnée par un militaire qui a fait un accident de tank en voulant rattraper sa perruque. Et étant le souffre-douleur de ses camarades, Georges finira par les mitrailler. Le film est classé comme une comédie, mais franchement, comme le disent Eric et Ramsey dans les bonus, on est presque plus sur un drame. Par un concours de circonstances, c'est Blaise qui se fera incarcérer en hôpital psychiatrique et à sa sortie, des années plus tard, il se retrouvera totalement déconnecté de la mode. Il souhaitera intégrer le groupe des Shivers, des mecs trop cool qui se font refaire le visage et qui portent des vêtements rouges, qui ne fument pas mais boivent du lait et qui jouent à un jeu incompréhensible. En 2010 sort l'un des films les plus connus de Quentin Dupieux, Rubber. Rubber nous parle des péripéties d'un pneu serial killer qui tue ses victimes par la pensée. Et j'avais déjà eu l'occasion d'en parler il y a longtemps parmi mes premières analyses de films. Ensuite en 2012 sort Wrong, film dans lequel l'absurde s'inscrit dans le quotidien d'un homme, Dolph, incarné par Jack Plotnick, qui un beau jour se réveille et ne trouve plus son chien. S'en suivra alors d'autres problèmes qui briseront sa routine, comme le fait que son jardinier, de nouveau incarné par Eric Judor, le préviendra que son palmier s'est transformé en sapin, bien évidemment, ou encore qu'une femme s'invitera chez lui suite à un quiproquo et tombera immédiatement enceinte, ou encore que Dolph se rende quotidiennement à son boulot duquel il s'est fait virer il y a de ça plusieurs semaines. Mais il retourne s'asseoir dans ce bureau où il pleut continuellement, bien évidemment. Il y avait une journée où je m'étais enchaîné 4 films de Quentin Dupieux. Je peux vous dire qu'à la fin, j'avais l'impression qu'on m'avait drogué à mon insu. Après Wrong, voilà que débarque le dernier film tourné aux États-Unis par Dupieux, Wrong Cops. Alors je dis tourné aux États-Unis, mais il faut savoir que ça a été fait avec de la production française. Je le précise parce que Quentin Dupieux a l'air d'y tenir. Donc Wrong Cops, qui est certainement le film que j'ai le moins aimé de sa filmographie, nous parle de policiers pourris. Entre un dealer d'herbe, un obsédé sexuel, une maître chanteuse, un borgne compositeur de musique électro, il y a de quoi faire dans la provoque et le sale. A noter aussi la présence de Marilyn Manson, et je suis désolé, mais pour moi, c'est JD de Scrubs. Ok, comme je le disais jusque-là, c'est donc son dernier film tourné aux États-Unis. Suite à ça, il va revenir tourner en France, et je trouve que c'est à partir de là qu'on trouve un nouveau rythme chez Quentin Dupieux. En 2014 sort Réalité, un film dans lequel le réalisateur Jason Tantra, joué par Alain Chabat, souhaite réaliser son premier film d'horreur. Un producteur accepte de produire son film, pour autant qu'il trouve le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Mais pour ça, il aura 2 jours. Et pendant ces 2 jours, la réalité devient confuse, et on enchaîne les mises en abîme. Et le film suivant de Dupieux sortira en 2018. Et à partir de là, il va enchaîner un film par année, voire 2. Au Poste se concentre presque exclusivement sur un interrogatoire entre le policier, interprété par Benoît Poelvoorde, et le principal suspect dans une histoire de meurtre, joué par Grégoire Ludig. Durant cet interrogatoire, le suspect retrace les 7 allers-retours qu'il a fait entre son appartement et l'extérieur, avant qu'il ne retrouve un cadavre devant son immeuble. A noter aussi qu'un autre policier, à qui il manque un œil et qui aura pour responsabilité de surveiller le témoin, aura un petit accident et mourra bêtement. Attendez voir ça. Dupieux enchaîne donc avec Le Daim, film dans lequel on suivra Georges, joué par Jean Dujardin,
Un homme qui vient de tout plaquer et qui se retrouve à dépenser 7500 € pour acheter un blouson en daim. Le vendeur, content d'avoir fait une bonne affaire, lui donne aussi une caméra. George s'installe dans un hôtel et pense entendre, ou bien entend vraiment, son blouson lui parler. Bien évidemment. Tous deux discutent et chacun parle de son rêve. Que ce blouson soit le seul sur Terre et que George soit le seul homme à porter un blouson. Parlant avec une barmaid, George prétend faire du cinéma. Et il se filmera alors tuer des personnes qui portent des blousons avec une pale de ventilateur. Oh merci! En 2020 sort Mandibule, avec entre autres Grégoire et David du Palmacho, mais aussi et surtout l'incroyable Adèle Exarchopoulos. Dans ce film, on suit les péripéties de Manu et Jean Gab, deux mecs un peu paumés dans leur vie et paumés dans la vie. Ils reçoivent comme mission d'aller récupérer une voiture, puis d'aller chercher une mallette à un certain Michel Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Mais sur le trajet, ils se rendront compte qu'une mouche géante se trouve dans le coffre de la voiture. Ils décideront alors de la dresser pour qu'elle leur ramène des trucs. Bien évidemment. Allez, on y est presque. En 2022, on a le droit à 2 films, Incroyable mais vrai et Fumer fait tousser. Dans le premier, un couple interprété par Alain Chabat et Léa Drucker achète une nouvelle maison dans laquelle se trouve un conduit qui permet de faire un saut de 12 heures dans l'avenir et de rajeunir de 3 jours. Bien évidemment. Et dans Fumer fait tousser, on suit la Tabac Force, un groupe de 5 justiciers, type Power Rangers, qui combattent le mal en usant des effets néfastes du tabagisme. Mais leur chef, un rat qui bave un liquide vert dégueulasse, et doublé en live par Alain Chabat, trouve qu'ils n'ont pas assez de cohésion de groupe et il les envoie donc en week-end de retraite dans la forêt. Enfin, en 2023 est sorti Yannick, film dans lequel le dénommé Yannick, joué par Raphaël Quenard, interrompt une pièce pour la remodeler. Bien, voilà une bonne chose de faite. Et comme on peut le voir, Quentin Dupieux, il chôme pas le mec. Et il y a quand même pas mal d'éléments et de thématiques qu'on retrouve tout le long de sa filmographie. Mais avant tout, Quentin Dupieux, c'est aussi un style. Style de malade. Alors rapidement, c'est quoi le style Dupieux? Dupieux, c'est des grands espaces vides, c'est des personnages solitaires, c'est la campagne, c'est les voitures et les pneus qui vont avec. Mais tout ça, ça ne serait rien sans une mise en scène cadrée et millimétrée, même si on n'est pas sur du Kubrick. Kubrick mes couilles. Quentin Dupieux nous plonge dans des univers qui nous semblent vides de vie, tout en proposant des personnages forts. Mais il propose aussi un étalonnage très simple, sans chichi. On est presque sur de la colorimétrie minimaliste. Enfin, Dupieux, c'est aussi du beige. Et j'ai beau essayer de trouver une explication à pourquoi le beige apparaît tant dans ces films, parce que j'adore trouver du sens là où il n'y en a pas, mais je pense que c'est juste une esthétique qu'il aime bien. Et ça va très bien comme ça. Comme il le dit souvent à travers ses interviews, l'important, c'est de se faire plaisir. Mais on reviendra sur la notion de plaisir et de sensation un peu plus tard. Mais le cinéma de Dupieux, c'est aussi de la citation. On retrouve une inspiration des Feebles avec le rat de Fumer fait tousser, ou des Power Rangers dans le même film, et même Buñuel et Dali avec cette image des fourmis qui sortent de la main. Enfin, les Shivers de Steak pourraient être apparentés aux Droguies de Orange Mécanique. Il cite également Sob comme source d'inspiration pour réalité. Mais au-delà de tout ça, de tout cet aspect esthétique de l'image, les films de Dupieux, c'est avant tout de l'absurde dans le réel. Et pourtant... Absurde, en fait, vu qu'on vit dans un monde absurde, ça veut plus rien dire de faire des films absurdes. Et c'est là le point principal qu'on va analyser chez Dupieux. J'aime bien la réalité, mais pas au cinéma. Et on pourrait rapidement se dire que Dupieux, c'est une sorte d'héritier des surréalistes. Mais pourtant, selon lui, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Et il faut arrêter de ranger des artistes dans des cases. Et en tant que grand défenseur de la nuance dans tous les domaines, je peux pas lui donner tort. Mais il n'empêche que par plusieurs aspects, on peut rapprocher Dupieux des surréalistes. J'avais déjà rapidement évoqué le sujet du surréalisme dans ma vidéo consacrée à l'explication du titre de Un chien andalou, mais une des méthodes qu'évoque souvent le réalisateur pour écrire ses films, c'est l'écriture automatique, qui était une méthode utilisée par les surréalistes. L'écriture automatique consiste simplement à faire le vide en soi, à prendre de quoi écrire et de laisser parler son instinct. On ne réfléchit pas, on lance des idées et on les laisse voguer. Et cette façon de faire explique alors très facilement pourquoi les idées des films de Dupieux sont souvent absurdes. Pourquoi il y a autant d'arcs narratifs qui semblent partir dans tous les sens, ou encore pourquoi les événements sont souvent inattendus. Les surréalistes s'amusaient aussi à créer du neuf avec de l'aléatoire. Et quand Dupieux dit que le monde est absurde, je pense qu'on peut remonter jusqu'à son deuxième film, Steak. Un des points principaux qui est évoqué, c'est la débilité de la mode, aussi bien vestimentaire que culturelle. Ce qui semble cool un jour ne le sera peut-être plus quelques années plus tard. Et ça marche aussi dans l'autre sens, parce que si on ne suit pas les codes, les nouvelles modes nous sembleront ridicules. C'est un truc qui va super bien vieillir dans le temps. Je pense qu'au moment où il est sorti, il était attendu comme autre chose. Et on peut difficilement lui donner tort quand on voit à quel point aujourd'hui,
le besoin de contenu et la vitesse de propagation de l'info qui créent des modes encore plus éphémères qu'avant sont omniprésents. Les challenges sur les réseaux sociaux, les formats YouTube et tout ça rentre aussi dans la balance. Je dis ça et je suis pas du tout un adepte de « c'était mieux avant ». Chaque génération a vu ses propres modes, ses propres codes et chaque génération a trouvé que les nouvelles générations posaient problème. D'ailleurs à ce sujet, je vous recommande l'excellente vidéo de C'est une autre histoire, depuis quand les jeunes sont des petits cons. Pardon, je m'égare. Quand on parle du cinéma de Dupieux, forcément, on part un peu dans tous les sens. Donc, le réalisateur nous parle de l'absurdité du monde et il en profite pour glisser des éléments totalement en décalage avec notre réalité, sans pour autant que ça choque particulièrement les personnages. Alors bien sûr, on a quand même quelquefois des vraies réactions face à ces éléments étranges. Par exemple, dans Incroyable mais vrai, les personnages réagissent quand même pas mal à cette trappe qui fait passer le temps et qui rajeunit. Mais quand on regarde les réactions des gens face à un pneu serial killer ou à une mouche géante dans Rubber et Mandibule, on est en droit de se dire qu'on réagirait un peu plus si on tombait là-dessus. On assiste un peu à une sorte de réalité qui nous semble irréelle. Dans Wrong, la déconnexion avec la réalité se crée petit à petit. Tout d'abord, c'est un chien qui disparaît. Puis un voisin est étrange et on apprend qu'il est atteint d'un blocage mental qui lui fait refuser d'admettre qu'il fait du jogging. Non, posez pas de questions. Ensuite, un palmier devient un sapin. Et après, on découvre qu'il pleut constamment dans les bureaux avant de découvrir une secte qui enlève des animaux domestiques pour que leur maître se rende compte qu'il les aime, etc., etc. C'est presque comme si Dolph se rendait compte de l'absurdité de son quotidien seulement dès qu'un des piliers de sa routine s'en allait. Son chien disparaît et il commence enfin à faire attention aux événements étranges autour de lui. Tout son quotidien absurde lui apparaît enfin. Ou alors il nous apparaît à nous. Les collègues de Dolph sont plus étonnés par le fait qu'il revienne travailler alors qu'il est viré que par le fait qu'il pleuve tout le temps dans le bureau. Nous, on se rend compte que ce n'est pas normal parce qu'on regarde le film d'un point de vue extérieur. Et pourtant, Dupieux aime beaucoup nous inviter directement dans ses films. Déjà, moi j'aime pas prendre les gens en otage trop longtemps, parce que je trouve ça hyper prétentieux d'expliquer aux gens, attendez, mon idée, elle va vous occuper 2h30. Non, c'est pas vrai en fait, ça va les occuper un petit peu, puis ils vont se lasser. Ce principe d'incorporer directement les spectateurs dans ce film, on le retrouve dès sa première œuvre, non-film. Ici, la frontière entre ce qui est tourné pour l'histoire du film et ce qui est tourné en dehors du film est presque inexistante. Chaque scène peut être remise en question. Au bout d'un moment, le film est censé ne plus être ni filmé ni enregistré, et pourtant on continue à voir ce qui se passe. Alors oui, l'image est complètement indigeste, alors soit on part du principe qu'il y a un making-of en train d'être tourné, soit il n'y a pas de caméra du tout, et c'est simplement le point de vue du spectateur qui s'immisce dans le tournage. Mais ça continue et même ça se perfectionne avec Rubber. Dès le début du film, le policier renverse les chaises. Et donc, le confort auquel on est habitué. Et il s'adresse ensuite directement à la caméra, en expliquant que tout ce qui va se passer n'a aucun sens. Au bout d'un moment, on se rend même compte qu'il s'adressait en fait à de vrais spectateurs. Il leur donne des jumelles, et ils regardent le film à travers celles-ci. Du coup, ils sont extérieurs aux événements du scénario, mais ils sont quand même intégrés. D'ailleurs, Quentin Dupieux avait dit que s'il avait pu projeter le film en tout petit et qu'il avait pu donner des jumelles aux spectateurs, il l'aurait fait. En fait, en intégrant directement les spectateurs dans son récit, il nous fait nous questionner sur ce qu'on est en train de regarder, mais aussi sur nos habitudes de consommation. Les spectateurs cessent même de devenir passifs dans Yannick, puisqu'on a ici un personnage qui prend possession d'une pièce de théâtre. Il décide de ce qui doit être fait, selon lui, pour que l'œuvre soit meilleure. Ce côté méta peut aussi se retrouver dans Wrong Cops, avec le personnage incarné par Eric Judor. On a ici un Français qui travaille aux États-Unis et qui produit de la musique électro. Mais surtout, c'est un des morceaux composés par Dupieux, et donc par Mister Oiseau. Stunt. Difficile de ne pas voir le parallèle avec le réalisateur. Et je pense qu'à travers une des scènes de ce film, on nous montre clairement que Dupieux ne fait pas d'élitisme. C'est pas parce qu'il essaie de proposer quelque chose de neuf au cinéma qu'il se croit supérieur à toute autre forme de divertissement. Okay. I'm going to be honest with you guys. I love your style. I think this marketing idea is fantastic. The black, one-eyed, slightly monstrous cop and the dying apathetic guy. Or even. Your visual approach has huge potential. I'm not denying that. Huge. But to get there, you're missing an important detail. Oh, what's that? The remaining 5%. Talent. I'm sorry, your song is a huge pile of shit. It won't go anywhere. Quentin Dupieux propose quelque chose, un instant, souvent très court, avec des choses inattendues, et il sait que tout le monde ne sera pas sensible à sa proposition. Mais ce qu'il cherche avant tout, c'est à se faire plaisir, et à faire ressentir des choses nouvelles aux personnes qui regarderont son œuvre. Oh, it's about the feeling. It's all about the feeling. Quand on commence à s'intéresser un petit peu au cas Dupieux, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur.
Il revient très souvent sur le principe de sensation. Et qu'est-ce qu'il entendrait par là exactement? Je pense que c'est justement cette idée d'accepter des concepts différents au cinéma, de voir jusqu'où une idée, un concept peut nous emmener. Ne pas réfléchir, laisser son instinct guider l'écriture et découvrir en même temps que le film où il se dirige. On a donc dans ces scénarios plein d'événements inattendus, ou même des conclusions qu'on ne pensait pas voir, voire pas de conclusion du tout. Dans Fumer fait tousser, on pense s'attendre à une équipe de super-héros qui va combattre le mal. Mais non, ils partent en week-end de coworking, ils se mettent à discuter autour du feu et un court-métrage apparaît dans le film. Alors on se dit que la suite du film, ça va être que chaque personne va raconter une histoire et que ce sera un film à segments. Mais non, la deuxième histoire, c'est une gamine random qui la raconte et elle dure moins d'1 minute. La troisième histoire est racontée à un autre moment par un barracuda en train de se faire griller, et alors qu'on se demande quelle va être la conclusion, le barracuda meurt. Et là, bam, on apprend que le grand méchant joué par Benoît Poelvoorde va détruire la Terre et chacun va leur faire ses adieux. Mais non, le robot permettrait d'empêcher tout ça. Comment? En remontant dans le temps. Hop, la procédure est lancée. Mais au même moment, la femme de Benoît Poelvoorde l'empoisonne. Alors il n'y a plus besoin de remonter le temps. Mais en fait, la procédure prend plus de temps que prévu. Et puis finalement, c'est bon. Leur patron, le rat joué par Alain Chabat, a pu les prévenir à temps qu'il n'y a plus besoin de remonter le temps. Mais en fait, non, parce que l'équipe n'a pas entendu le message. On sait jamais à quoi s'attendre et on est constamment bousculé dans notre confort de spectateur. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et pour reprendre cette idée d'un film qui se construit continuellement, Quentin Dupieux a quelque chose d'intéressant à dire au niveau du montage. Il y en a plein qui disent oui, c'est la troisième écriture. C'est une vraie phrase toute faite. C'est le moment où ça devient un film. Avant ça, le script, c'est un bout de papier. Ça peut être une histoire écrite, mais c'est pas encore un film. Ensuite, le tournage, on fait des rushs, on fait des bouts de séquences, on fait des morceaux. C'est pas encore un film. Au montage, ça devient un film. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, c'est quand on colle 3 plans, instantanément, dès les premiers jours de montage, en fait, on se rend compte que c'est à ce moment-là que ça devient intéressant et que ça devient du cinéma. En somme, un film ne serait jamais un film tant qu'il n'est pas terminé, et tant que les spectateurs ne l'ont pas vu. On a alors une œuvre qui existe, qui s'est créée, et qui s'est fait créer, et qui provoquera des sensations aux personnes qui la regarderont. Le but est de provoquer quelque chose, en proposant de l'inattendu, du nouveau. Et si j'utilise le mot « provoquer », c'est pas pour rien. Parce que Quentin Dupieux, mine de rien, il a l'air d'aimer quand même la provoque. Et puisqu'on était sur Fumer fait tousser, on va continuer là-dessus. Déjà, le titre c'est un rappel d'un message anti-tabac, mais très, trop, adouci. Mais en plus, les 3 histoires racontées dans le film n'ont pas vraiment de fin. La première se termine vite fait, la deuxième ne demande pas de conclusion, puisque c'est un fait divers de quelque chose d'horriblement vrai, et pour la troisième, le barracuda meurt avant la fin. Et le film lui-même n'a pas vraiment de conclusion. Quentin Dupieux s'amuse avec son public, sans se moquer de lui, et aime proposer quelque chose qui divertit de manière originale et inattendue, tout en dispersant quand même, parfois, des messages dans ses films. Hey. Kubrick mes couilles. On peut très facilement trouver des analyses complètement capillotractées de ces films. Mais c'est ça aussi la beauté du cinéma. Chacun y voit ce qu'il désire y voir. Et je dis pas que ces personnes ont tort, hein, parce que même moi, avec toutes les analyses que j'ai pu faire, des fois je m'écoute et je me dis « Mais t'es un connard, tu te prends pour qui ?» On peut par exemple lire que le film Fumer fait tousser serait un message anti-tabac et que les vrais problèmes sont constamment mis de côté, comme peut l'attester l'histoire de la gamine qui ne dure que quelques secondes alors qu'elle évoque un vrai problème très important et très actuel. On pourrait aussi se dire que le personnage incarné par Jean Dujardin dans Le Dain serait une sorte de représentation des personnes souhaitant être connues alors qu'elles n'ont a priori aucun talent, une sorte de métaphore des réseaux sociaux où les gens souhaitent exister au travers du regard des autres. Le narcissisme à l'état le plus extrême, puisque Georges ira jusqu'à tuer pour se faire voir. Dans réalité, on pourrait voir une sorte de vengeance de Dupieux envers les producteurs américains qui lui disaient qu'un réalisateur doit se cantonner à diriger une équipe et qu'il ne doit pas s'investir autant dans une œuvre. Kubrick mes couilles, répondra Alain Chabat. Et ça, c'est les mots du réalisateur ou du personnage? À quel point Quentin Dupieux parle de son ressenti à travers son œuvre? C'est une frontière que je ne m'autoriserai pas à passer, parce que j'ai pas envie de mettre des mots dans la bouche de Quentin Dupieux. Très bizarre cette métaphore. Et en fait, si tu décryptes, encore une fois, si tu rentres dans le détail de ce film, en fait, c'est complètement con. C'est un film con. Sauf que j'ai mis une musique qui a l'air d'être intelligente. Qu'est-ce que vous faites? Je dois vous mettre un suppositoire. Et puis j'ai fabriqué le montage pour que ça t'emmène un peu comme ça dans un espèce de flow qui a l'air d'être un espèce de tourbillon pseudo, mentalo, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est un film qui est con comme la lune. Quentin Dupieux ne cherche pas à se montrer supérieur aux autres. Derrière la fausse complexité de ses films, on trouve en fait des histoires très simples. L'important, c'est de se faire plaisir, de tenter des choses et de provoquer un petit peu quand même. Parce qu'en même temps, il n'y a qu'en provoquant qu'on peut faire changer les choses. Et l'une des provocations les plus flagrantes de Dupieux, c'est le gore. Tu me proposes n'importe quelle soirée, on regarde un classique, ou je sais pas quoi, ou un grand film, ou n'importe quoi, ce que tu veux, je préfère regarder ça. Parce que c'est complètement dédramatisé. Le cinéma, en fait, c'est ça. C'est surtout ça.
pour moi. Parce qu'avec Rubber et ses explosions de tête, au poste et le Borgne qui se crève l'autre œil, le Dain et ses meurtres en série à coups de pales de ventilateur, oh c'est génial, et Fumé fait tousser avec son vilain qui explose en tripes et boyaux jusqu'à l'exagération la plus totale, on a le droit de remarquer que le gore fait partie des inspirations de Dupieux. Il y a comme une sorte d'originalité dans la violence, apportée par ses scénarios. Ça se veut créatif et comme toujours, inattendu. Mais mine de rien, on ne rigole pas qu'avec la violence, comme pourrait le faire un Tarantino. Parce que l'absurdité de la vie passe forcément par un autre sujet. La mort. Les histoires de la table à force de Fumé fait tousser font toute allusion à la mort d'une manière ou d'une autre. Dans Incroyable mais vrai, le sujet même du film est la peur de vieillir. À force de parler de l'absurdité de la vie et donc de la finalité de celle-ci, Quentin Dupieux finit par évoquer un grand rien. Comme si rien ne faisait sens. C'est d'ailleurs vers ce grand rien que roule le voisin dans Wrong. Rubber, quant à lui, s'ouvre aussi sur le principe de no reason. Rien ne fait de sens, et c'est dans ce non-sens qu'on s'amuse. Parfois, des événements dramatiques deviennent loufoques ou qui ont peu de conséquences. Dans Mandibule, les deux losers brûlent la maison d'un mec qui parvient à s'enfuir et personne ne les poursuivra pourtant pour ça. Dans Wrong Cops, la plupart des personnages se passent un mec en train de mourir, comme s'il s'agissait d'un objet un peu chiant. Même le scénario de certains films a l'air de se concentrer ou de se conclure sur un grand rien. Quand on se pose devant Fumé fait tousser, on finit par se rendre compte que le film ne raconte pas grand-chose. On croit suivre les aventures de la table à force, mais non. On ne fait que suivre d'autres petits segments qui n'ont aucune conséquence ou qui ne se terminent pas. Au final, on finit même par se poser la question, pourquoi on a regardé ce film ? Qu'est-ce qu'il nous a apporté ? On se retrouve devant un autre non-film, bien des années après le premier film de Quentin Dupieux qui s'appelait Non-film. Et bien tout ça, pour nous faire voir des choses inattendues, des sensations nouvelles, et des images dont on n'a pas l'habitude. Et heureusement, cela ne dure jamais très longtemps. Et oui, les films de Quentin Dupieux dépassent rarement 1h20. Il explique que c'est pour éviter de prendre en otage les spectateurs trop longtemps. Il est conscient de l'exercice inconfortable qu'il nous demande en regardant ses créations et ne cherche pas à nous y frotter trop longtemps. Pour moi, l'horreur, c'est de devenir professionnel, quoi. Au final, le cinéma de Quentin Dupieux a ce quelque chose d'impalpable. On retrouve les mêmes façons de faire, de créer, mais pas les mêmes films. Et pourtant, devant un film de Dupieux, on n'a aucun doute d'être devant un film de Dupieux. On garde par exemple cet aspect vraiment fait main, qui se veut presque amateur. Ces thèmes sont aussi drôles que dramatiques. On assiste à une sorte de regard cynique sur la vie, tout en aimant profondément ce qui s'en dégage. Des instants de cinéma qui nous disent « Viens, pendant une petite heure, je vais te proposer quelque chose de nouveau. » Comme dans son morceau Positif, ou Vous êtes des animaux, dans lequel Mister Oiseau, et donc Quentin Dupieux, s'amuse à nous faire bouger et danser, tout en nous rappelant quand même le problème de surpopulation mondiale. Et c'est ça, le cinéma de Quentin Dupieux. Des instants inattendus, d'originalité, noyés dans une vie parfois, souvent, absurde. Ok, coupé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour faire des pâtes al dente, il faut sur le temps de cuisson sous le paquet, moins 1 minute. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ou à la pouce bluiser, ou à la partager. Et si vous avez d'autres films à recommander ou d'autres œuvres à analyser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et aussi si vous avez d'autres choses à évoquer concernant Quentin Dupieux, aussi l'espace commentaire est là pour vous. Bien, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Ventilo.